Jérôme Chilin en 2007 et par l'intermédiaire de son meilleur ami, Christoph Schmitz, a obtenu un poste dans un restaurant 2 étoiles, au château de Cordeillon-Bage. Il travaille donc sous la direction de 2 grands chefs étoilés, Thierry Marx et Jean-Luc Rochat, et devient sous-chef au bout d'1 an. Le danger de ce discours, c'est de faire croire que si tu n'as pas le bon réseau, tu es en retard, alors que beaucoup de très bons restaurateurs ont appris sur le tas, dans des structures modestes et chaotiques, sans être pistonnés par leur meilleur ami. Deuxième idée, l'héritage et la tradition. C'est joli, ça rassure, ça fait sens sur le papier, mais tout le monde n'a pas grandi entre un potager et une grand-mère cordon bleu. À force de sacraliser l'enfance idéale, on finit par invisibiliser les gens qui sont arrivés dans la cuisine juste par hasard, par nécessité ou après une reconversion professionnelle. Or, ce sont ces gens-là, à mon avis, qui font vivre la restauration. Troisième idée, les voyages au Japon comme levier de progression. Les séjours au Japon sont présentés comme intéressants. Ils passent des week-ends à Kyoto pour s'imprégner de la culture culinaire. Voilà donc mon interprétation. Cette idée est intéressante en soi, mais elle reste partielle. Voyager au Japon pour observer d'autres pratiques, c'est formateur, mais pas vraiment utile à tous les restaurateurs. Car tout le monde ne peut pas se permettre ce type d'expérience. Et la journaliste ne le questionne pas sur la difficulté de transposer ce type de pratique venue d'un autre continent dans un contexte français avec d'autres contraintes sociales, économiques et humaines. Quatrième idée, le chef d'orchestre. Cette vision est séduisante, mais périlleuse. Dans la vraie vie, beaucoup de chefs sont déjà noyés dans l'administratif, les normes sanitaires, les absences, les plannings, la gestion de panne et les retards de livraison. Leur demander en plus d'être des visionnaires, c'est trop. Le risque, c'est de créer un mythe du chef ultra puissant, alors que la restauration est surtout un travail collectif et souvent bancal. Cette posture de chef d'orchestre, apparaît clairement à partir de 2015, lorsque Jérôme Chilin rejoint la villa René Lalique du milliardaire Silvio Denz à son ouverture. Cette posture se confirme en 2017, lorsque Silvio Denz lui demande de prendre la direction d'un tout nouveau projet dans le château La Faurie Peyraguey. L'homme d'affaires suisse lui a donné carte blanche pour développer une offre gastronomique dans la région bordelaise de même calibre qu'en Alsace. Jérôme Chilin dit à ce sujet « C'est comme si j'étais chez moi, c'était très gratifiant. » Fin de citation. Cinquième idée, le concours comme moteur. Jérôme Chilin remporte le 4e challenge culinaire du président de la République en 2017. Là, je suis très critique, car les concours prennent du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie mentale. Pour un restaurateur lambda, c'est impossible. Et surtout, gagner un concours ne garantit ni une salle pleine, ni une trésorerie saine, ni une équipe stable. Présenter ça comme un passage obligé, c'est dangereux pour les jeunes qui pensent que la reconnaissance viendra par là plutôt que par le travail. Sixième idée, la réussite présentée comme résultat logique. Mais ça, c'est discutable. Dans l'article, chaque effort semble mener à une récompense. Ce n'est pas vrai dans la vraie vie. Tu peux bien travailler, respecter le produit, gérer humainement ton équipe et quand même te planter, à cause d'un mauvais emplacement, d'un prêt mal négocié ou d'un contexte économique trop difficile. Dans ces cas, la réussite ne sera pas forcément au rendez-vous. Monsieur Jérôme Chilin obtient sa première étoile en 2019 et la deuxième en 2022, grâce à sa persévérance et grâce à un milliardaire à ses côtés en soif d'étoiles.
Il résume cette réussite par une phrase très claire. Silvio Denz me donne la liberté de voir aboutir mes envies. Fin de citation. La même année, il obtient le titre de meilleur ouvrier de France. Pour l'instant, l'article donne une vision très propre, verticale et presque idéaliste du métier. Ça inspire beaucoup de jeunes restaurateurs, mais ça peut aussi décourager quelques-uns ou culpabiliser ceux qui vivent une autre réalité. Dans le prochain chapitre, je parlerai des idées qui fonctionnent, parce que oui, certaines idées sont vraiment bonnes et utiles pour mes amis et clients restaurateurs. J'en profite également pour vous rappeler que les abonnements à ma machine magique d'AV positif commencent à 14 € par mois. C'est souvent moins cher qu'un café et pour booster la visibilité de votre restaurant, c'est plus rentable. À ce prix-là, vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités de la machine avec un seul QR code unique pour un serveur. Et si vous voulez voir quel serveur fait plus d'avis, prenez simplement plusieurs QR codes. Je mettrai le lien dans la description. Chapitre 4. Quand l'article a raison. Et pourquoi ça aide vraiment le métier. Tout n'est pas à jeter. Et ce serait malhonnête de dire le contraire. Certaines idées de l'article sont solides, concrètes et peuvent réellement faciliter la vie d'un restaurateur, même loin de la haute gastronomie. Première idée, le lien fort entre cuisine et territoire. Monsieur Jérôme Chéline dit, je cite, « Comme dans tous les projets de Silvio Denz, il y a une histoire. On a toujours un historien qui, pendant 6 mois, retrace l'histoire du lieu avant l'ouverture. Cela m'a permis de m'en imprégner. Cela a donné une âme à ma cuisine. » Là, c'est clairement une bonne idée. Penser sa cuisine à partir de ce qu'il y a autour de soi, des producteurs, du climat, du sol, c'est du bon sens économique et humain. Ça simplifie les approvisionnements, ça donne un discours clair à la salle et ça crée une identité lisible pour le client. Pour un restaurateur, c'est aussi une manière de se différencier sans surinvestir. Pas besoin d'une truffe blanche d'Alba d'Italie, quand on valorise bien ce qu'on a sous la main. Deuxième idée, la rigueur comme socle absolu. Monsieur Jérôme Chéline dit, je cite, « Je me suis infligé une grosse rigueur, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas demander ça aux autres. J'ai beaucoup travaillé sur cela pour ne pas reproduire ce schéma. » Fin de citation. Je suis d'accord avec lui sur ce point. La rigueur, oui, le culte de la rigidité, non. Car les modèles économiques qui valorisent énormément l'exigence personnelle et l'autodiscipline extrême font beaucoup de dégâts sur le terrain. Burnout, équipe usée et turnover élevé. Un restaurateur qui tourne, ce n'est pas juste une cuisine parfaite, c'est aussi une équipe qui tient dans le temps. Troisième idée, l'apport des voyages au Japon. Observer avant d'imiter. Le Japon est présenté comme une source d'inspiration fondée sur l'observation et la compréhension. Cette posture est très saine. C'est une bonne idée, je trouve, d'aller voir comment travaillent d'autres équipes dans d'autres cultures. Pour un restaurateur, cette approche peut aider à simplifier certains gestes, à mieux former les équipes, à accepter la répétition comme un outil de maîtrise et à redonner de la valeur aux petits détails. Ce n'est pas le voyage en lui-même qui compte, mais l'état d'esprit qu'il développe, curiosité, humilité et patience. Quatrième idée, l'importance de l'équipe, pas seulement du chef. L'article insiste sur le collectif, et c'est sain. Un restaurant qui marche, ce n'est pas un ego derrière les fourneaux, c'est une chaîne complète qui fonctionne. Salle, cuisine, plonge et fournisseurs. Quand cette idée est bien intégrée, le quotidien devient plus fluide, les tensions baissent et la qualité monte. Arrêter de penser le restaurant comme une performance individuelle est une vraie leçon. Cinquième idée, le binôme cuisine-salle.
C'est une des idées les plus utiles de l'article. Quand la salle comprend vraiment la cuisine, le client vit une expérience meilleure. Les plats sont mieux expliqués au client, les attentes mieux gérées et les problèmes désamorcés plus vite. Pour un restaurateur, ça veut dire moins de conflits et plus de satisfaction client, et souvent un ticket moyen plus stable. Sixième idée, la cohérence sur le long terme. Jérôme Schilling dit « Je ne veux surtout pas suivre la mode et je me préserve pour ne pas me laisser influencer par les visuels, les styles des autres. » Fin de citation. L'idée de ne pas courir après les modes est très juste. Changer de concept tous les 6 mois fatigue les équipes et perd la clientèle. Construire une ligne claire, l'affiner doucement, c'est souvent plus rentable et plus serein. Car dans un métier déjà instable, cette vision apporte une forme de sécurité mentale et économique. Septième idée, la remise en question permanente. Même si les concours ne sont pas la bonne voie, à mon avis, l'état d'esprit derrière est bon. Se poser des questions, revoir ses pratiques et les améliorer. Un restaurateur qui ne se remet jamais en question finit par décrocher, sans s'en rendre compte. Ces idées-là méritent d'être mises en avant parce qu'elles sont transposables, elles ne demandent pas forcément beaucoup d'argent pour les implémenter, ni des étoiles. Elles demandent surtout de la lucidité et de la constance. Chapitre 5. Mise en perspective finale. Si je prends du recul, cet article ressemble à une belle vitrine, propre et bien éclairée, rassurante. Il raconte une réussite réelle, mais depuis le sommet de la montagne. Et vu d'en bas, tout ne se voit pas pareil. Pour un restaurateur, le risque serait de lire ce portrait comme une norme, comme si le métier devait forcément passer par l'excellence absolue, les concours, les grandes maisons, les investisseurs et les étoiles. Ce n'est pas la réalité de mes amis restaurateurs et mes clients, et ce n'est pas un échec. L'ouverture culturelle, notamment à travers les voyages au Japon, renforce l'idée que le parcours décrit n'est pas figé ni autocentré. Elle montre un professionnel qui cherche ailleurs des méthodes de travail et des manières de penser, tout en les adaptant à son contexte. Ce que l'article oublie presque totalement, c'est le quotidien rugueux du métier. Les semaines à flux tendu, les recrutements ratés, les marges qui fondent, les arbitrages douloureux entre qualité et survie économique. Tout ça n'enlève rien au talent de M. Jérôme Schilling, mais ça change la manière dont on doit lire son parcours. En résumé, cet article n'est pas un manuel pour réussir en restauration, c'est un récit d'exception, inspirant, parfois déconnecté, parfois très juste. À vous, restaurateurs, de faire le tri, de prendre ce qui nourrit votre métier et de laisser de côté ce qui ne correspond pas à votre réalité. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée et n'oubliez pas de commander ma machine magique d'avis positifs. Je vous conseille. Ton fils Arthur, l'autre fois, il t'a demandé comment gagner de l'argent parce qu'il vend ses Legos en ce moment. Ouais. Et il a créé une vidéo pour ton restaurant. Comment il l'a créé? Ah oui, ça m'a bluffé. Il a juste été sur akbarrestaurant.com, il a cliqué sur créer une vidéo, il a choisi un modèle tout prêt et sa vidéo était prête. Vous aussi, si vous êtes propriétaire d'un restaurant, allez créer gratuitement vos vidéos sur akbarrestaurant.com. Vous avez droit à une vidéo offerte par semaine. Profitez-en.